Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Nathalie Belzer, la directrice de l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France, et je suis ravie d'être ici parmi vous pour présenter un peu ce que sont les missions de cet observatoire et de cette structure dans le contexte aujourd'hui de la santé en Île-de-France. Donc, je voudrais juste rapidement, si les diapos veulent bien passer, faire un rapide, en fait, très, très, très rapide tour d'horizon sur l'état des lieux des Franciliens, qui sont, comme vous le voyez sur cette diapositive, plutôt en bonne santé par rapport à la moyenne nationale. Si on prend par exemple l'espérance de vie à la naissance, où elle est de 86 ans et demi chez les femmes en Île-de-France par rapport à la France, de 85,9, et chez les hommes de 82 contre 80,3 chez les hommes, avec des différences hommes-femmes. On peut noter par exemple que les femmes qui certes vivent plus longtemps, vivent aussi plus longtemps avec des incapacités. Mais si les Franciliens sont plutôt en bonne santé, on a de fortes inégalités sur le territoire, et c'est la carte en fait qui vous est présentée ici, avec le nombre, le taux standardisé pour 100 000 personnes du nombre de maladies chroniques, et plus la couleur est foncée, plus le nombre est important. Et on voit donc des disparités régionales importantes entre le nord de la petite couronne sur la Saint-Denis et puis l'est de Grande Couronne, où on a entre les zones en fait très claires et les zones foncées deux fois plus, jusqu'à deux fois plus de maladies chroniques. L'Île-de-France se caractérise aussi avec des problématiques spécifiques, notamment en santé périnatale et infantile, en santé maternelle et par exemple le diabète. Santé maternelle, en fait, l'Île-de-France, la France est déjà pas très bonne en termes de mortalité infantile, mais l'Île-de-France est supérieure à la moyenne nationale en termes de mortalité infantile. L'Île-de-France se caractérise aussi par des pathologies et une demande de soins en forte croissance, liées notamment à l'accroissement de sa population, mais aussi au vieillissement de sa population. Et ça, vous le savez tous, une offre médicale aussi en généraliste qui est en diminution, avec un territoire connaissant de fortes inégalités de santé. Et donc, on observe donc une tension entre l'offre et la demande de soins qui nécessite d'agir à la fois sur l'offre, mais aussi sur les besoins. Agir sur l'offre pour accroître l'offre et l'amélioration de son accessibilité, qu'elle soit financière ou géographique, et diminuer les besoins par la prévention de la santé. Donc, très rapidement, les leviers d'action. On a un levier d'action sur la réduction des besoins de santé. Je sais que c'était une des questions qui avait été posée en fait par certains d'entre vous. Comme vous le voyez là sur ce graphique, finalement, les déterminants de santé sont pour beaucoup des déterminants de santé non sanitaires. Il y en a 15% qui relèvent du système de soins et 80% entre les 25% de facteurs environnementaux et les 45% de facteurs socio-économiques qui relèvent de déterminants non sanitaires sur lesquels, en fait, vous pouvez agir clairement en mettant en place, en fait, l'amélioration des conditions de vie, améliorer le cadre de vie, ou en créant, par exemple, des territoires favorables au vieillissement. Il y a aussi des leviers d'action sur le renforcement de l'offre médicale. Je ne vais pas vous lire en fait toute la diapositive, mais on a identifié des pistes prometteuses qui est par exemple de soutenir les conditions de travail pour mieux travailler ensemble, exercice en groupe coordonné, renforcer l'attractivité des territoires avec certes l'installation de pôles de santé, mais proposer aussi des logements, des mobilités, d'accès aux services aux médecins et professionnels de santé, promouvoir des stages d'internat en cabinet de ville et dans des zones déficitaires, et à plus long terme, éventuellement diversifier le profil des étudiants de médecine. Dans ce contexte de la situation en fait en Île-de-France, que fait l'ORS et à quoi contribue l'ORS en fait dans ce contexte de tension offre et demande? Alors l'ORS est une des structures qui permet en fait de produire des données, de la connaissance en santé. C'est un département santé de l'Institut Paris Région. L'Institut Paris Région est l'Institut d'urbanisme et d'aménagement de la région Île-de-France. Et à ce titre, c'est le seul observatoire régional qui bénéficie en fait du coup de l'expertise d'autres départements de l'Institut en termes d'aménagement, que ce soit environnement, urbanisme, euh, biodiversité, etc., qui permet du coup de nourrir justement les déterminants de la santé autres que les déterminants sanitaires. L'ORS est financé à part égale ARS Région et il a pour mission d'observer
de suivre et d'anticiper l'ensemble des aspects de la santé, de mettre en évidence les inégalités sociales et territoriales de santé et d'accompagner et d'éclairer les politiques publiques, l'ARS, mais aussi vous, les collectivités territoriales, dans la réduction des inégalités. Les grands enjeux pour l'ORS, c'est la territorialisation des indicateurs. Nous, on essaye de produire autant que possible des indicateurs à un territoire, à une granulométrie fine, grâce à un accès privilégié que nous avons à différentes bases de données, notamment le Système national de données de santé, de produire ainsi de nombreux outils interactifs. Je reviendrai dessus à la fin de vers la fin de ma présentation, qui permettent d'accompagner les acteurs pardon, et les élus locaux en prenant en compte, comme je vous l'ai présenté la carte tout à l'heure, les inégalités sociales et territoriales de santé. L'autre objectif et l'autre enjeu pour nous, c'est la santé dans toutes les politiques publiques, du fait de la connaissance des déterminants de santé qui ne sont pas que sanitaires, vu notre place en fait avec les autres départements de l'Institut Paris Région. Notre programmation construite autour d'une entrée populationnelle, puisque notre idée, c'est de permettre de produire des données de la connaissance sur la naissance, de la santé des mères, la naissance jusqu'aux personnes âgées, de constituer un espace d'échange entre producteurs de données et utilisateurs de données, et d'organiser du coup le plaidoyer pour inscrire en fait et améliorer la santé sur les territoires. Avec ce fort fil rouge, accès, besoins, recours et accessibilité aux soins, et un fil rouge sur les inégalités sociales et territoriales de santé. Donc nous, notre programmation, elle est construite autour de production de données de santé. Comment rendre visible cette santé avec un renforcement à travers des outils interactifs que l'on met à disposition de l'ensemble des acteurs et des élus. Et quelque chose qui nous paraît aussi très important, il ne suffit pas de rendre visible cette connaissance, mais il faut aussi l'accompagner auprès des élus pour expliquer et que vous puissiez vous approprier et comprendre en fait ce que c'est que ces données et comment construire en fait éventuellement des diagnostics locaux et comprendre en fait votre territoire en termes de santé. Donc sur la production de connaissances, on transforme en fait une donnée brute en indicateur grâce, ce que je vous disais, à des accès privilégiés à différentes bases de données, à différents niveaux géographiques. On va jusque éventuellement la commune avec les profils socio-sanitaires des communes, sur lequel je reviendrai à la fin. Mais on a aussi, par exemple, un outil qui s'appelle multi-exposition. On arrive à produire en fait une cartographie sur le territoire, sur tous les maillages de 500 mètres à 500 mètres d'exposition à différents facteurs environnementaux. Et on travaille, comme je vous l'ai dit, sur de nombreuses thématiques: conditions de vie, état de santé des populations, pathologie, comportement, environnement, offre de soins, qui permettent d'élaborer des diagnostics locaux de santé, d'aider les porteurs de contrats locaux de santé et de souligner les spécificités d'un territoire en identifiant les leviers d'action possibles sur ce territoire pour améliorer la santé et le bien-être de la population. On restitue nos résultats sous différents types d'indicateurs. On produit des articles scientifiques qui permettent de valider notre méthodologie. On participe à des colloques et des séminaires en faisant des présentations orales. Ici, je vous ai présenté un poster sur la santé mentale en Île-de-France. Nous produisons des indicateurs, des rapports d'enquête qui permettent en fait de produire des résultats sur une enquête spécifique. Dans notre collection, nous avons aussi un focus santé, là, qui n'est pas sur une source de données, mais sur un sujet spécifique qui permet de faire tout un état des lieux sur un sujet. Le dernier en date était les besoins de santé des Franciliens. On produit de façon de plus en plus nombreuse des infographies. C'est des pages en fait recto verso qui permettent de faire un état des lieux de la situation sur le territoire avec les leviers d'action que vous pouvez mettre en place pour lutter ou améliorer, en fonction de la thématique, la santé. Et bien sûr, on a en fait des éléments sur les réseaux sociaux. On restitue nos indicateurs aussi sous la forme d'outils de visualisation. Je vous ai présenté ici l'ensemble. Un outil intersanté qui est un outil généraliste qui présente jusqu'à l'EPCI un ensemble d'indicateurs de santé avec des déclinaisons thématiques: intersanté, environnement,
Intersanté Jeune et un coïncide qui est dédié aux nouveaux cas de VIH. On a un outil de diagnostic local qui sont les profils socio-sanitaires des communes qui devraient vous être très utiles. Et ce dont je vous ai parlé, une application thématique spécifique sur la multi-exposition, un outil multi-exposition environnementale. On bénéficie aussi d'un accès à d'autres cartovistes du fait de notre place dans l'Institut Paris-Région, notamment des cartovistes sur le mode d'occupation des sols, qui peut être très utile, les zones inondées potentielles, etc., etc., la chaleur en ville. Pour ce qui concerne les profils socio-sanitaires des communes, on a donc cet outil, je ne vais pas en fait rentrer trop dans le détail, mais juste en fait vous dire qu'il existe et quel est son objectif. C'est donc de rassembler des données issues de différentes sources de données sur 14 thèmes. Il se présente par un par page et qui permet de prioriser les enjeux de santé locaux avec les thèmes ici, contexte morphologique de la commune, contexte démographique, contexte social, naissance et fécondité, des entrées populationnelles, jeunes, personnes âgées, personnes en handicap, les expositions aux nuisances environnementales, des éléments sur l'espérance de vie et la mortalité sur chacune des communes, des données pathologie, cause de décès, prévention et l'offre de soins hospitalières. Il se présente en fait sur chaque fiche thématique des éléments clés essentiels, des éléments de comparaison avec les territoires de référence et des explications des enjeux sanitaires du thème sur le territoire concerné. Et bien sûr, on a d'autres outils possibles qui ne sont pas produits par l'ORS, mais qui sont tout autant utiles pour avoir des données de santé, carte santé, score santé, etc. Et on a une intention particulière à l'ORS pour essayer de transférer cette connaissance, qui est pour moi l'importance, ce que j'appelle du dernier kilomètre, s'assurer que la connaissance arrive aux acteurs concernés et qu'elle soit appropriable, en produisant une connaissance appropriable et utile à travers notamment, par exemple, les infographies dont je vous ai parlé, de multiplier les présentations, de promouvoir les outils, de créer des espaces d'échange, de co-construire avec vous les études nécessaires à votre territoire et de continuer à organiser un plaidoyer. Et je vous remercie pour votre attention. Je pense que j'ai été assez rapide, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Je voulais juste en fait faire un très rapide tour d'horizon de ce que pouvait vous apporter l'ORS dans vos missions en tant qu'élus locaux. Merci beaucoup. Bonjour, Bernard Elgozi, je suis médecin généraliste à Créteil et je suis trésorier adjoint de l'URPS Médecins d'Île-de-France. L'URPS Médecins d'Île-de-France, qu'est-ce que c'est? C'est une assemblée élue par l'ensemble des professionnels libéraux en exercice sur l'Île-de-France, professionnels de santé, médecins généralistes comme médecins spécialistes. Nous représentons l'ensemble des médecins du territoire régional et l'Assemblée compte 60 élus, 30 généralistes et 30 spécialistes, tous en exercice libéral sur le territoire. Les missions de l'URPS, elles ont été fixées par la loi de juin 2010 et elles consistent globalement à contribuer à l'organisation de l'offre de santé et pas seulement de l'offre de soins. Si je reprends le texte du journal officiel de juin 2010 que j'ai sous les yeux, il est bien précisé que les actions les missions de l'URPS consistent des actions qui seront développées dans le domaine des soins, bien sûr, mais aussi et autant de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique. Donc on est bien dans l'approche globale de la santé et pas seulement dans le soin. Je crois que ça, c'est essentiel. Et dans nos autres missions, c'est de contribuer à la préparation et à l'élaboration du SROS, schéma régional de l'organisation des soins. C'est œuvrer à au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les institutions, et on est
bien entendu partenaire privilégié des instances politiques du territoire, c'est-à-dire de l'ARS, mais aussi de la caisse primaire, des caisses d'assurance maladie et des autres partenaires. Donc, l'émission, j'ai vu. Oui, dans l'émission, il y a aussi l'organisation et le déploiement des systèmes de communication et d'information qui bougent beaucoup, on le sait. Voilà. Un point sur la démographie médicale. On sait aujourd'hui que plus de 50% des médecins thésés au cours des 10 dernières années exercent, mais exercent avec un poste, une fonction de médecin salarié. 53% exactement. Et les autres, eh ben, il y en a la moitié des autres qui, ce que j'appelle moi papillonnent, c'est-à-dire font des remplacements, des urgences, du SAMI, et seulement 25% qui sont installés en libéral. Aujourd'hui, on a, au cours des 10 dernières années, beaucoup de médecins qui ont pris leur retraite et qui ont quitté leur exercice libéral. On en a compté 3500 dans les médecins généralistes, c'est-à-dire la moitié de l'effectif de généralistes. L'âge moyen, eh ben, ça grave entre guillemets, mais je ne veux pas dire que moi je suis très grave, mais quand même, l'âge moyen des médecins actifs en Île-de-France est de 55 ans. Parmi les actifs, 45% des 9500 médecins libéraux actifs en Île-de-France ont plus de 60 ans. Alors, les informations récentes disent que le numerus clausus ayant été abandonné au profit du numerus apertus, ils vont avoir une progression du nombre de médecins en exercice et disponibles dans les prochaines années. Quelques chiffres, au cours des 10 dernières années, 14 000 médecins, 14 000 postes ont été ouverts à l'internat en Île-de-France, dont 5 600 médecine générale. Combien d'internes, et pour les prochaines années, les chiffres vont s'améliorer, et pour les 10 prochaines années, on prévoit 7 500 postes d'internes en médecine générale. Et pour finir, parmi les internes qui seront formés, il y en a 1 sur 2 qui compte s'installer dans les prochaines années, c'est-à-dire sur les 15 000 prévus, il y en a 6 500 qui seront installés dans les prochaines années. Voilà les quelques chiffres pour éclairer la démographie médicale. Je vous remercie. Merci Bernard Algozi. Moi, je suis le docteur Bernard Huynh, je suis gynécologue obstétricien à Paris, évidemment libéral en activité, comme tous les élus de l'URPS. Donc, ce qu'on offre aux communes et l'aide qu'on peut apporter, c'est une aide très focalisée sur la zone que vous représentez. Donc, les diagnostics que propose l'URPS comportent une dimension très opérationnelle, puisqu'il s'agit d'aider la collectivité à accueillir, à favoriser l'implantation de médecins libéraux sur son territoire. Donc, ça commence par un diagnostic. Le diagnostic, c'est un diagnostic qui permet très localement de savoir à la fois sur le plan numérique et sur le plan qualitatif quelle est l'offre de soins, quel est l'environnement sanitaire, quels sont les professionnels qui sont présents sur le territoire. Et puis ensuite, de permettre à la ville d'avoir un accompagnement complètement qualifié par une organisation professionnelle qui permet de favoriser par l'immobilier, l'architecture, les financements, le droit, l'organisation, l'installation de nouveaux professionnels libéraux et en particulier de médecins libéraux. Donc un bilan chiffré d'abord, une projection sur l'évolution de la démographie médicale locale. Donc, vous voyez un exemple sur la médecine générale. La médecine générale qui permet on va donc analyser le nombre de praticiens, la pyramide des âges, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont partir et en quelle quantité.
Et donc, ça permet de prévoir sur une mandature, par exemple, si l'offre de soins va s'effondrer dans votre commune ou si au contraire, ça va se maintenir ou progresser. Donc, ensuite, ce diagnostic, c'est pas un diagnostic purement chiffré, c'est un diagnostic avec des visites sur le terrain, des interviews, des entretiens avec les professionnels, et puis une restitution qui est d'abord à la collectivité, ensuite aux professionnels, qui permet une mobilisation locale des professionnels pour la démographie médicale. Et ensuite, après ces restitutions et cette mobilisation à la fois de la commune et des professionnels, et des médecins localement, eh ben, on propose un accompagnement pour mettre en place des actions, donc des actions qui sont des actions très concrètes avec l'ensemble des institutionnels qui interviennent localement et donc qui permet d'analyser est-ce qu'il y a des cabinets qui sont fragilisés, est-ce qu'il y a des cabinets qui peuvent être créés, est-ce que on peut regrouper dans ces nouveaux cabinets des professionnels, y compris des médecins, et favoriser donc l'installation de jeunes, d'internes, et puis trouver des locaux, favoriser l'installation des dispositifs de toutes sortes qui permettent aux médecins libéraux d'exercer. Et puis finalement, ce diagnostic et cet accompagnement sont l'objet d'un partenariat de l'URPS avec l'ARS et la Banque des Territoires, ce qui fait que la commune a relativement que très peu de choses à payer, puisque il y a un diagnostic initial, c'est évalué à 12 000 € et finalement la commune, du fait des subventions de l'ARS et de la Banque des Territoires, fait que le reste à charge est relativement faible, 500 € à la signature, 500 € à la restitution, et ensuite les accompagnements qui peuvent durer des années sont strictement gratuits puisque ça rentre dans les missions et dans les financements de l'URPS Médecins Libéraux Île-de-France. Voilà, donc finalement, ce diagnostic, c'est un outil au service des communes, un outil qui peut durer jusqu'à la réalisation complète des installations. Alors maintenant, on va analyser d'une façon globale quels sont les outils qui peuvent attirer les jeunes médecins. David Bresson. Bonjour, David Bresson, moi je suis responsable de l'équipe territoriale de l'URPS Médecins. Je vais revenir, excusez-moi, le diapo a sauté. Donc j'en profite, alors je vais valoriser le travail de ma collègue qui est à côté de moi, qui s'appelle Kenza, qui est responsable de la commission démographie médicale au sein de notre équipe. Et cette commission a travaillé depuis plusieurs années sur notamment les questions de savoir qu'est-ce qui détermine les choix d'installation des jeunes professionnels, des jeunes médecins sur le territoire. En particulier, la commission a conduit en 2022 une enquête auprès de l'ensemble des jeunes médecins franciliens. Concrètement, on a envoyé un questionnaire à tous les médecins sortis des facultés franciliennes entre 2010 et 2020. On a à peu près eu 70% de taux de réponse, ce qui est quand même assez intéressant et représentatif. Et on les a donc interrogés sur ce qui déterminait leur plan d'implantation. On a croisé ça notamment avec le travail qui avait pu être fait notamment par le Conseil de l'Ordre. Et ce travail montre que, en fait, ce qui prime dans les choix d'installation des jeunes professionnels, c'est d'abord les critères personnels, les critères liés à la vie familiale et personnelle, puis les critères professionnels, c'est-à-dire la qualité de l'exercice qui leur est proposé, et enfin seulement après ces critères-là, les critères d'aide économique et fiscale. Et ça a été synthétisé dans le tableau très illisible, je m'en excuse, qu'on vous présente là, mais qu'on pourra vous renvoyer. Hein, vous aurez le PowerPoint qui vous sera envoyé. Et chaque critère, on a demandé aux jeunes médecins s'il avait été déterminant ou pas dans le choix de leur implantation géographique. Et vous voyez que ce qui ressort en premier, c'est vraiment les critères personnels.
notamment la proximité du cabinet avec son domicile, la proximité de la famille, des parents, du conjoint, le travail du conjoint, l'attachement au territoire, qui sont vraiment parmi les tout premiers critères qui déterminent le choix d'implantation. Donc ça, ce n'est pas forcément des critères sur lesquels vous avez la main en tant qu'élus locaux. Vous n'allez pas forcément identifier les conjoints de médecins pour les installer sur votre territoire. Mais par contre, ce qui vient ensuite, vous l'avez plus à votre main, c'est tous les critères qui sont liés à la qualité de l'exercice professionnel. Et notamment, vous voyez que les deux premiers critères qui apparaissent, c'est l'accès facile au cabinet. Donc la facilité pour le médecin de se rendre sur le cabinet, pour les patients de se rendre au cabinet. Et le deuxième critère, c'est l'équipe médicale. On voit qu'aujourd'hui, l'exercice en groupe a une part dominante dans les choix d'installation des jeunes médecins. Et donc, le fait que l'on propose à un jeune médecin, un jeune professionnel de s'installer au sein d'une équipe déjà existante avec d'autres professionnels de santé, c'est un élément assez déterminant dans les choix d'implantation. Et puis vous avez tout ce qui a trait à la qualité du site d'exercice, notamment la sécurité aux abords du cabinet, le coût du loyer, les facilités de stationnement. Et seulement après, vous voyez tout en bas, les aides financières liées à l'installation ou encore les aides, les avantages fiscaux qui sont nettement moins déterminants en fait que ne le sont les critères liés à la personne et à la qualité de l'exercice. Et donc c'est pour ça qu'on a noué un partenariat important avec l'Agence régionale de santé, et puis on travaille aussi très largement avec la région Île-de-France pour aider les porteurs de projets, les professionnels de santé, mais aussi les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les sociétés d'économie mixte à investir dans l'immobilier destiné aux professionnels de santé et aux médecins. Ça partait du constat qu'en Île-de-France, l'immobilier est cher et qu'on avait besoin de déployer des locaux accessibles et de qualité, mais à loyer modéré, auprès des médecins et des professionnels de santé. Ça ne concerne pas que les médecins, mais aussi d'autres professionnels de santé. Et donc de 2018 à 2025, ce dispositif contractualisé entre l'URPS et l'ARS a permis de financer plus de 400 équipements à ce jour, plus de 110 000 mètres carrés maintenant de surface de soins, ce qui représente à peu près 2800 bureaux de consultation. Ça a permis d'installer 2700 professionnels de santé, dont 1700 médecins, et parmi eux, 1200 médecins généralistes. Et donc, compte tenu du nombre de patients que soigne chaque généraliste, il y a à peu près 2,2 millions de personnes en Île-de-France qui aujourd'hui sont soignées dans une des structures qui ont pu bénéficier de ce financement. Là, ça représente au total 80 millions d'euros d'aide de l'ARS. Vous pouvez compter aussi à peu près le même montant d'aide de la région Île-de-France sur ces structures, un investissement total de 414 millions d'euros dans les structures. Et ça, c'est des aides que vous pouvez mobiliser en tant que commune pour accompagner soit les professionnels de santé de votre territoire qui portent les projets, soit vous-même en tant que collectivité quand vous portez de l'immobilier. Et vous voyez que ces aides, elles ont été assez bien réparties puisque dans chaque département, il y a eu plus d'une quarantaine, entre 40 et 60 projets qui ont pu être financés, ce qui représente dans chaque département plusieurs centaines de professionnels de santé. Je vais passer la parole à Arnaud Fahada, qui est un de nos élus et qui va vous parler de la façon dont on peut accompagner les professionnels de santé et les collectivités. Bonjour à tous, donc merci David, je suis le docteur Saada Arnaud, je suis généraliste à Massy, donc en activité libérale. Et donc, je vais vous parler en fait des outils que l'URPS propose. Donc, il y a la permanence d'aide locale à l'installation, dont je fais partie dans le 91, avec David Bresson notamment. Et donc, en fait, c'est un guichet unique et on accompagne de manière individuelle tout porteur de projet avec des émergences de projets qui sont à des stades plus ou moins maturés, même des questions, on a même de temps en temps des internes. Donc, c'est une permanence en fait où ça réunit le conseil un membre du conseil de l'ordre des médecins départemental. C'est fait par département, hein, je tenais à le préciser. Un délégué de l'assurance maladie dans le 91 et quelqu'un de l'ARS du 91 si c'est dans le 91 et en fonction du département. Et donc, on donne des conseils individualisés et on fait naître en fait des émergences de projets.
Il y a beaucoup d'incertitudes lors de ces permanences, mais à la fin, on fait naître une certitude, c'est-à-dire de s'installer. Comme les chiffres le montrent, nous avons 80% des médecins reçus qui sont installés dans les 12 mois après la permanence. Les questions sont très diverses et variées. Nous avons des questions d'ordre fiscal, d'ordre comptable, d'ordre comment je vais faire pour m'inscrire au conseil de l'ordre. Ça peut être tout âge de médecins, ça peut être des médecins qui sont salariés, qui décident de devenir libéral, ça peut être des internes qui ont un projet et qui veulent s'unir avec d'autres internes. Donc c'est vraiment un guichet unique et il faut vraiment, quand vous avez un porteur de projet qui vient dans votre commune, il faut vraiment penser à l'URPS. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le leitmotiv de notre réunion. C'est vous avez quelqu'un qui voudrait s'installer dans votre commune, pensez à l'URPS. On a tous les outils nécessaires en fait pour pouvoir l'aider et pouvoir qu'il s'installe dans de bonnes conditions. Nous avons aussi beaucoup de partenaires pour pouvoir justement créer ces projets. Notamment, nous travaillons avec des architectes donc, qui sont adaptés à l'exigence du monde de la santé, des plans de financement avec notamment des partenaires bancaires, savoir s'il faut faire une MSP ou pas, quel type de financement. S'ils ont besoin de recruter d'autres médecins pour la structure, des montages comptables, on fait des simulations financières pour le porteur de projet et des montages juridiques qui sont extrêmement compliqués, ça je pense que vous le savez, au niveau en fait comptable. Donc au niveau des subventions immobilières, en fonction de quel type de montage comptable, si c'est une SCI, si c'est un bailleur, si c'est une société, je ne sais plus, SEM, c'est Société d'exercice mixte, voilà, ça m'est revenu. En fait, on peut débloquer des aides qui sont régionales et aussi qui sont au niveau de l'ARS. Ça peut être à hauteur de 250 000 € au niveau de l'ARS, mais avec un plafonnement de 25 à 45% du projet. Et la région, c'est aussi 250 000 € dans les zones qui sont ZAC, qui sont les zones d'action complémentaire, les ZIP, qui sont les zones d'intervention prioritaire, et les ZIP renforcées. Donc, on peut avoir ces aides dans ces zones-là, sachant que 80% de la région Île-de-France est en zone désertique. Il faut savoir que ces deux aides, en fait, sont cumulables, et donc ça permet effectivement au montage de projet de pouvoir se faire. C'est assez compliqué le montage, mais on a un chargé de mission qui fait ça très bien et qui construit le dossier et ça facilite beaucoup en fait les porteurs de projets. Au niveau des portages de projets, les principales portages se font sous forme de SCI, Société Civile Immobilière, ce qui permet d'avoir plusieurs acquéreurs au niveau des maisons médicales ou au niveau des cabinets médicaux. Après, on peut avoir aussi des portages de locaux par une collectivité, ça se fait aussi, et ça, on peut aussi aider les collectivités, et ça nécessite une expertise que maintenant on a acquis quand même depuis plus de 15 ans, puisque les permanences existent depuis plus de 15 ans. J'ai été l'un des premiers à justement en bénéficier, et aujourd'hui je suis devant vous, et je suis installé, et je suis très content. Donc voilà. Et aussi pour les portages des locaux des acteurs parapublics. Et chacun des montages est éligible aux mêmes aides que l'ARS et de la région. On a d'autres outils en fait qui sont les réseaux sociaux. Si vous avez besoin, enfin s'il y a un besoin en fait de trouver d'autres personnes qui veulent s'installer dans des locaux, on fait partie de l'organisation des congrès de médecine générale au niveau des accueils des internes et notamment aussi les permanences d'aide à l'installation qui permettent de mettre en relation différents professionnels de santé, notamment des médecins. Et nous avons aussi des téléopératrices au sein de l'URPS qui permettent d'appeler et d'aller vers en fait, des futurs médecins qui veulent s'installer. Nous avons aussi les sites de petites annonces effectivement, qui sont au sein de notre site internet URPS avec des sessions de cabinet, des locaux à louer, des recherches de collaborateurs dans des maisons de santé. Je voulais aussi vous faire part que il va y avoir un levier, en tout cas au niveau des communes, qui va être l'accès au docteur junior en fait, au niveau du stage, puisque moi je suis maître de stage aussi universitaire à Paris 6 à Sorbonne.
Et ça peut vraiment aider les communes à offrir du soin en attendant en fait la vague en puissance de nouveaux arrivés en médecine générale, puisque effectivement, on ne va pas rejoindre le taux de 2012 avant 2030. Donc ça aussi, on peut vous aider pour notamment ouvrir des cabinets, aider le foncier au niveau des maîtres de stage, puisque comme on le disait tout à l'heure, les accès fonciers sont très chers en Île-de-France, et donc c'est surtout ça le problème des maîtres de stage. Donc on a plusieurs moyens de communication. Vous pouvez nous appeler au 05 45 45 45 s'il y a quelqu'un qui a besoin qui est porteur de projet, en tout cas pour une maison médicale ou pour un cabinet médical. Ou on a aussi par mail votre projet @urps-16 med-16île-de-france.org. En tout cas, il ne faut pas hésiter, et je pense que aujourd'hui, pour un montage de projet, on est incontournable.